Il a fait le choix de tout abandonner pour se lancer dans la bataille électorale, et donc il ne l'a fait non par souci de gloire ou par recherche d'argent, simplement parce qu'il avait une angoisse sincère pour la France et qu'il avait le sentiment que personne n'y répondait totalement, et à juste titre. Donc ils ont là un homme dont ils peuvent avoir l'assurance de la sincérité et du courage. Bonjour cher Marion. Bonjour. Mais quel plaisir de vous avoir ici. Bah écoutez, partagez. Désolée de m'être fait un peu désirer pour accepter l'invitation. Mais pas seulement pour l'invitation, vous vous faites désirer tout court. On vous a attendu tellement longtemps dans ce parti, dans ce mouvement. Bah, je sais pas, ça doit être mon côté féminin, voilà. Mais j'en suis d'autant plus, j'en profite d'autant plus du coup. Donc c'est le quart d'heure de politesse qui a duré 6 mois en fait. C'est ça, j'ai dû garder un petit côté provençal de quand j'étais élue dans le Vaucluse. Vous savez, il y a un quart d'heure de marge pour les retards. Bah, je sais pas, peut-être que c'est ce que j'ai reproduit. Alors pour ceux qui l'ont oublié, vous étiez la plus jeune députée de la République française. Vous avez été élue à quoi? En 2012, 22 ans. Ouais. 22 ans. Ouais, ça commence à dater un petit peu. J'ai eu cet honneur, c'est vrai, d'être la plus jeune députée. En cela, d'ailleurs, j'ai suivi un petit peu les traces de mon grand-père Jean-Marie Le Pen, puisqu'à l'époque, il avait été le plus jeune député de sa législature à 26 ans. Et il m'avait fait rire, parce que quand j'ai été élue à 22 ans, il m'a dit « Ah, c'est quand même une belle nouvelle, un beau record, parce que tu as battu l'ignoble Saint-Just, qui était jusqu'alors le plus jeune. » Voilà. Ah ça, je pense que nos téléspectateurs ignorent complètement ça. Donc record à battre pour les jeunes futurs députés de Reconquête. Bon, en tout cas, vous ponctuez ce cycle d'interviews qui a commencé en mars 2021 quand on a créé la chaîne Les Amis d'Éric Zemmour, qui s'est prolongé après Villepinte sous le label Reconquête. Vous êtes la dernière, probablement la dernière invitée de la chaîne avant le premier tour de l'élection présidentielle, dans quelques jours. C'est un moment crucial pour le pays, pour vous sans doute aussi dans votre carrière politique, pour nous tous évidemment qui avons soutenu le candidat depuis des mois, voire des années. Et vous êtes donc voilà, l'acmé, on va dire, de cette série d'interviews. Donc à nouveau, bienvenue à vous et vraiment merci. Marion, cette campagne n'aura pas épargné notre candidat, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'attendait à ce que ce soit difficile, ça a été terrible. Comment vous expliquez qu'on lui soit tombé dessus comme ça? Oui, alors je dois dire, moi qui viens initialement du Rassemblement national, Front National à l'époque, et puis qui ai grandi dans une famille politique connue, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a longtemps été à attirer les foudres de la diabolisation, je me suis surprise à voir Éric Zemmour subir finalement ce qu'avait subi en son temps un certain Jean-Marie Le Pen, puis une certaine Marine Le Pen malgré tout, aujourd'hui avec les mêmes manœuvres, les mêmes stratégies, c'est-à-dire évidemment l'insulte habituelle, hein, l'extrême droite, le populisme, l'inhumanité, des polémiques totalement stériles et artificielles montées de toutes pièces sur des choses parfaitement accessoires, la mauvaise foi permanente, les articles à charge. Bon voilà, donc c'est vrai que malheureusement le parcours d'Éric ne lui aura pas permis d'échapper totalement à cela. Ça me surprend qu'à moitié, puisque je crois que de toute façon cette stratégie de diabolisation n'a rien de sincère. C'est comme, je viens de vous le dire, une stratégie. Donc quand on n'a pas envie d'aller sur le fond des idées, on va sur la morale, voilà, et c'est ce qui a été fait à l'égard d'Éric. Bon, après c'est vrai que lui, ayant été diabolisé pendant très longtemps sur les plateaux de télévision et n'ayant jamais eu sa langue dans sa poche, je crois qu'il était quand même bien armé et intellectuellement et politiquement pour répondre à cela. Ce qui est très curieux, c'est que ces critiques viennent aussi de notre propre camp. Je parle évidemment du Rassemblement national, qui ne nous a rien épargné non plus. Oui, alors c'est vrai que ça a été très surprenant. Alors je trouve que c'est personnellement, moralement critiquable et vous l'avez dit plusieurs fois. Oui, et puis politiquement, en plus politiquement inefficace, parce que par effet boomerang, de toute façon, les idées nationales au sens large sont combattues par une partie du système politico-médiatique en place et au pouvoir. Donc c'est à mon avis une mauvaise stratégie que d'imaginer qu'en communiant à la diabolisation d'Éric, on puisse mécaniquement se recentrer par cet effet. Et c'est vrai que j'ai vu Marine en effet utiliser des arguments qu'elle a elle-même subis pendant des années. Hein. Donc, oui, vous l'avez dénoncé plusieurs fois et apparemment les sondages ont l'air de donner raison à sa stratégie. Donc on verra bien évidemment dans quelques jours, mais il semblerait qu'elle fasse autour d'elle une espèce de consensus très curieux sur cette fin de campagne. Je ne suis pas tout à fait convaincue que les sondages reflètent l'exacte réalité, mais bon, on fera un bilan le moment venu, c'est-à-dire dimanche soir. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y aurait pas eu les sondages,
d'une certaine manière, qu'aurions-nous eu à raconter sur la campagne de Marine Le Pen et d'autres d'ailleurs, parce qu'en réalité, à part Éric Zemmour, quasiment personne n'a fait de véritable campagne. Emmanuel Macron ne s'est prêté à aucun débat, a fait un meeting de campagne, a théâtralisé des rencontres avec des Français. De son côté, Marine Le Pen, c'est étrange, ça ne lui ressemble pas. D'ailleurs, elle-même aussi a refusé un certain nombre de débats. Bon, Valérie Pécresse, c'est encore un sujet différent, mais un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en fait, le seul qui a fait une véritable campagne, qui a été prescripteur, qui a imposé des sujets, qui a apporté quelque chose de nouveau dans le paysage politique, qui a créé une dynamique, qui a mobilisé des gens, qui a obtenu des ralliements de part et d'autre, c'est Éric Zemmour. Donc on verra bien dimanche si cette décorrélation entre les sondages et la réalité de terrain se confirme. Et d'ailleurs, je rappelais, parce que je lisais ça hier, vous voyez qu'avant 2002, il n'y avait aucun sondage qui était publié les 15 derniers jours de l'élection. Probablement parce qu'à l'époque, on considérait à juste titre qu'il ne fallait pas que les sondages fassent l'opinion. Donc le premier, ça a été en 2002. De mémoire, le 13 avril, votre grand-père était crédité par l'IFOP de 10,5%. Il a fini à 16,8%, je crois. Et exactement. Donc bon, on va dire que c'est un bel exemple de sondage trompeur. En tout cas, c'est la révélation qu'aujourd'hui, les sondages sont utilisés à plein pour tenter de façonner l'opinion et d'installer cette idée utile, idiote, selon moi, qui est celle du vote utile. Le vote utile qui devrait d'abord être celui pour ses convictions et surtout celui pour un Éric Zemmour qui est le seul, selon moi, à pouvoir, une fois plus, recomposer la vie politique française et nous sortir de cette espèce de scénario figé, de duel déjà joué dans lequel on risque de se retrouver dimanche. Bon, ça, on va évidemment en reparler longuement dans 5 minutes, mais parlez-nous de la Russie. On va évacuer ce sujet parce que, voilà, moi je suis aussi sur le terrain sur les marchés, le week-end, et au tractage, on entend Zemmour poutinolâtre, l'ami de Poutine, c'est incroyable, russophile, extrémiste. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, sachant que votre tante a rencontré Poutine, que Macron a invité Poutine En fait, c'est vrai que ce sujet est vraiment étonnant parce qu'en fait, on nous fait un procès en poutinisme pour avoir quoi concrètement? C'est-à-dire plaider pendant des années pour qu'il y ait une relation franco-russe constructive, plaider pendant des années pour qu'il n'y ait pas de reproduction et de maintien artificiel d'une guerre froide qui n'a plus lieu d'être depuis la chute de l'URSS, pour avoir simplement alerté sur le fait que l'extension à l'est de l'OTAN risquait d'entraîner une escalade diplomatique avec les Russes qui ne pouvait aboutir qu'à une mauvaise issue. Finalement, en fait, on nous reproche précisément d'avoir tenté de défendre et d'alerter sur tout ce qui aurait pu éviter cette guerre, ce qui ne manque quand même pas d'ironie, parce que finalement, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi malheureusement parce que nous n'avons pas été entendus à l'époque. C'est ça, c'est pas le message qui est condamné, c'est le messager. Non, parce que le seul fait de vouloir distinguer, c'est-à-dire l'étape de la guerre et l'étape qui a précédé, de pouvoir expliquer comment on en est arrivé là, transforme cela en accusation de justification. Alors il ne s'agit pas de justifier ou de valider ce qu'a fait Vladimir Poutine en violant illégalement les frontières de l'Ukraine. Il s'agit d'expliquer pourquoi sur le temps long nous en sommes à cette situation, et quand on comprend ce qui s'est passé sur le temps long, on a d'autant plus de chances de trouver évidemment, non seulement de comprendre l'état d'esprit des Russes et de Vladimir Poutine, et donc de pouvoir apporter une réponse diplomatique efficace. Et c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que ce n'est pas les gens comme nous qui avons remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, c'est Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy lui-même a été un fervent défenseur de cette ligne gaulliste selon qui voulait l'Europe de Brest à Vladivostok. Emmanuel Macron lui-même a été l'un des premiers à le recevoir avec faste au château de Versailles. Et à l'époque, personne ne se posait la question de savoir si Vladimir Poutine était un criminel de guerre en puissance ou un dictateur en puissance. Voilà. Donc moi je crois de toute façon que nous sommes astreints dans tous les cas à une démarche de réel politique, c'est-à-dire que même si nos alliés ou certains partenaires se tiennent mal, c'est le moins qu'on puisse dire à certains moments, de toute façon, nous avons l'obligation de maintenir le dialogue, comme nous le faisons avec la Chine, dont on sait qu'ils se tiennent pourtant particulièrement mal avec la minorité ouïghour, comme nous le faisons avec l'Arabie Saoudite qui a mené une guerre contre le Yémen. Malheureusement, dans le monde, vous le savez,
une grande partie des pays ne sont pas des démocraties et sont critiquables à bien des égards dans leur manière de mener leur gouvernement interne. Mais malgré tout, je crois que la voie de la France, c'est d'être capable justement de créer du lien sans s'enfermer dans une vision parfois un peu binaire et un peu caricaturale des États-Unis. Ah, et si on ne veut pas discuter avec les non-démocrates, on ne va pas discuter avec grand monde. Bah c'est triste, mais c'est comme ça, d'une certaine manière. C'est la réalité, oui. Voilà, on est contraint et astreint à cela. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, d'ailleurs, reconnaissons-lui cela, même s'il n'est pas abouti à grand-chose. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de ne pas rompre le dialogue, parce que la seule issue pour les Ukrainiens, parce que le but c'est la paix, c'est d'assurer l'intégrité du territoire ukrainien, la protection du peuple ukrainien, c'est évidemment d'espérer qu'il puisse à un moment donné y avoir un terrain d'entente, et donc que la Russie renonce à cette guerre terrible dont on a encore vu ce matin des images douloureuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le général de Gaulle lui-même, Éric Zemmour le rappelle à l'envi, était allé voir Staline en 1944, donc il a discuté avec Staline, on peut quand même bien discuter avec notre ennemi Poutine. Il n'avait pas en effet eu certaines pudeurs, mais je crois que surtout ce à quoi on a assisté pendant cette campagne, c'est la récupération politicienne de ce conflit. Chacun a essayé de gratter des points électoraux en jouant le justicier verbal, en appelant à des sanctions de plus en plus lourdes sans tenir compte de l'état réel de la situation, de notre état de dépendance, des solutions alternatives. Bon, voilà, il y avait beaucoup de postures, beaucoup de postures morales, et je crois que là-dessus, de ce point de vue-là, Éric a au moins eu le mérite de rester cohérent, droit dans ses bottes, de ne pas, tout en ayant énormément d'empathie pour le peuple ukrainien, de ne pas se laisser complètement emporter par l'émotion médiatique qui n'est pas toujours de bons conseils quand il s'agit d'avoir une vision diplomatique cohérente et surtout efficace. Alors dans ce théâtre d'ombre de posture que vous êtes en train de dénoncer, voire de mauvaise foi abyssale effectivement à l'endroit de notre candidat, comment va-t-on se rassembler au deuxième tour, puisqu'il n'en restera qu'un, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, je ne sais pas encore, on espère que ce sera notre candidat, mais comment va-t-on rassembler les électeurs contre le président actuel qui sera lui vraisemblablement au deuxième tour? Je crois qu'on peut aujourd'hui dire que le seul qui a clairement envoyé des signaux en ce sens, c'est Éric, pour le coup Éric Zemmour, qui à de nombreuses reprises a expliqué qu'il était ouvert au rassemblement, au dialogue, peut-être même aux alliances, ce qui n'a pas toujours été le cas clairement de ceux d'en face. On sait qu'il y a d'ores et déjà un certain nombre d'élus LR de premier plan, parmi lesquels François-Xavier Bellamy, Éric Ciotti, qui ont dit qu'ils appelleraient à voter pour lui au second tour. Donc il a déjà contribué à briser ce cordon sanitaire qui divise depuis trop longtemps des électorats de droite qui auraient dû se retrouver ensemble. Donc je suis convaincue que si Éric Zemmour est qualifié, il aura la capacité de continuer à briser ces digues et à rassembler des gens qui jusqu'alors ne se parlaient pas ou insuffisamment. Voilà. Je ne peux pas préjuger en revanche de ce qui sera souhaité et fait véritablement par d'autres candidats s'ils étaient qualifiés. Est-ce qu'il y a des contacts à votre connaissance, par votre truchement ou par d'autres, avec le Rassemblement national? Les états-majors se parlent? Pas que je sache. Ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs, oui, évidemment. J'imagine, pas que je sache, parce que tout simplement, je crois aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe de Reconquête et moi comprise, sommes totalement concentrés sur la réussite de la qualification d'Éric Zemmour, donc il n'est pas encore temps de rentrer dans le visage qu'aura demain ce second tour, qui est une nouvelle élection. Mais ce qui est sûr, c'est que le moment venu, il faudra travailler à construire cette majorité présidentielle avec des coalitions, et que de ce point de vue-là, il faudra tout faire, quelle que soit l'issue de ces élections présidentielles, pour qu'Emmanuel Macron ne puisse pas avoir de majorité au Parlement, ça c'est certain. Bien sûr. Nous avons reçu sur cette chaîne beaucoup de vos anciens amis, de vos amis actuels d'ailleurs, puisqu'ils nous ont rejoints, Nicolas Bay, Stéphane Ravier, Damien Rieu, etc. Vice-président, président exécutif, vice-président exécutif, président d'honneur, Gilbert Collard, etc. Vous êtes sur l'affiche. Vous n'êtes ni vice-présidente ni présidente, vous êtes sur l'affiche. Et c'est une affiche d'ailleurs qui n'est pas, on va dire pas très française, ça fait penser au ticket à l'américaine, ça. On a écoutez, la vice-présidente et le futur président de la République. En tout cas, oui. Comment vous interprétez cette affiche et qui a eu cette idée de faire ça? Ça a surpris tout le monde. Alors je pense que c'est la direction de campagne, tout simplement, que c'était une façon d'illustrer directement ce rassemblement et cette union.
Elle est magnifique cette affiche. J'en suis très heureuse, je la trouve très belle et j'aime beaucoup le message. C'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai rejoint Éric, c'est parce que j'ai retrouvé à la fois la ligne et l'objectif et la stratégie que je défendais moi-même au Front National à l'époque quand j'y étais et qui n'est pas toujours entendu. Donc c'est vrai qu'à travers cette affiche, je vois ce rassemblement et ça me plaît beaucoup. Ça fait combien de temps que vous étiez en contact avec Éric Zemmour pour disons, rejoindre Reconquête ou le rejoindre dans ce combat? Alors Éric... Entre nous, puisqu'on est entre nous. Évidemment. Éric, je le connais déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, puisque je l'ai rencontré quand j'étais jeune député encore. Il était évidemment à l'époque journaliste politique et il faisait partie de ces prescripteurs d'opinion que j'appréciais et que je suivais beaucoup. Je pourrais presque dire que moi je suis issu un peu de la génération Zemmour, comme certains aiment à le revendiquer. Puisqu'il a contribué à former toute une jeunesse, à intéresser à la politique toute une jeunesse, ça c'est certain. Et puis, moi j'ai regardé depuis le départ avec beaucoup d'intérêt et d'attention sa campagne, son envie même d'être candidat avant l'été, on avait eu l'occasion d'en parler. J'ai toujours considéré qu'Éric pourrait transformer l'essai parce que je suis convaincue, et j'étais convaincue déjà à l'époque, qu'il avait la capacité de prendre un espace politique qui était jusqu'alors laissé vacant par d'autres, et que son parcours et sa personnalité pouvaient correspondre finalement à cette attente. Donc je n'ai pas été surprise de son succès. Après, il est vrai que pour plein de raisons qui ne vous auront pas échappé, la décision était compliquée à bien des égards pour moi, ne serait-ce que parce que j'ai quitté la politique il y a maintenant 5 ans, et qu'y revenir était un choix de vie aussi total et radical. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à me poser cette question, finalement je dirais, à me poser la question en début d'année, et il a fallu encore quelques mois à mûrir finalement... De maturation. Exactement, de maturation, de la réflexion avant de finalement rejoindre il y a un peu plus d'un mois de cela maintenant. Est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen a été blessée, comme elle le dit, pas à titre personnel, ça on peut comprendre tout à fait à titre personnel, mais politiquement elle n'a pas dû être très surprise de votre choix? Alors, elle a joué la surprise. Surprise probablement non, puisque en réalité d'ailleurs pour le coup les journalistes ont tous admis qu'il y avait une cohérence dans mon choix, que c'était un choix de conviction. Ils ont tous analysé le fait que la ligne qui est celle d'Éric aujourd'hui était celle, une fois de plus, que je défendais à l'époque, la volonté d'union des droites également, et donc il y avait vraiment une forme de cohérence, d'autant plus que, je le rappelle parce que ça n'est pas toujours su, mais moi j'avais quitté le Front National depuis longtemps, j'ai quitté la politique en 2017, je ne me suis pas représentée à la députation, j'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional à l'époque, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai démissionné de toutes mes fonctions au sein du mouvement national et local. J'étais responsable local de Vaucluse. Et puis j'ai cessé d'être adhérente par la suite. Donc à moins de considérer que j'eus une espèce de devoir quasi génétique à l'égard d'un mouvement, je n'ai trahi personne, si je puis dire, voilà, de ce point de vue-là. Je pense que c'est ce que les journalistes mettent en avant, une espèce de trahison sans raison finalement, par simple fidélité familiale obligatoire. Oui, bon, alors c'est vrai que c'est curieux, bon, et ça raconte une histoire, ça vend du papier aussi, donc je comprends qu'il se soit prêté à ce jeu-là, mais je tiens à dire que moi je ne suis pas dans une croisade personnelle ou un règlement de compte quelconque. Mon choix il est purement idéologique, politique. Et que la question familiale est une question qui m'appartient, qui est une question qui relève de l'intime, mais qui ne peut pas emporter les choix politiques. Et comme beaucoup de Français, je suis particulièrement inquiète de la situation actuelle. Et donc je ne me voyais pas rester en observatrice de cette élection que je considère absolument vitale pour le pays. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la bataille. Là où j'avais le sentiment d'être finalement le mieux et le plus à l'aise et le plus en cohérence avec moi-même. Et la plus légitime certainement, oui, absolument. Bah ça, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je suis convaincue d'être là où je dois être, ça c'est certain. Bon, certains disent préférer leur pays à leur parti, vous avez préféré un parti à votre famille. Non, mais un parti, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Donc moi, je l'ai toujours
considéré comme cela, quand bien même il y a cette histoire très intime, très liée familialement et politiquement entre le Front National et la famille Le Pen. Et je ne regrette rien de mon engagement passé et j'admire ce qui a été fait par d'autres, la voie et le chemin ouvert par d'autres avant nous. Ça, c'est certain. Mais oui, en effet, il faut parfois être capable de dépasser le parti quand le parti n'est plus capable de transformer l'essai, ce dont je suis convaincue malheureusement aujourd'hui pour le RN depuis quelques années, voilà, pour avoir constaté que dans toutes les dispositions, chaque fois, il y avait une force de premier tour très importante, mais une incapacité à transformer l'essai au second. Et je me mets moi-même dans le lot, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur pour d'autres. Moi-même, quand j'étais au Rassemblement national, candidate en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2015 pour la présidence de la région face à un certain Christian Estrosi et un autre certain Christophe Castaner, candidat du PS à l'époque, on finit à 45%. À 45%, tout le monde vous dira c'est un score formidable, merveilleux, oui d'accord, mais ça reste une défaite. Moi, aujourd'hui, je crois que nous n'avons plus le luxe de nous complaire dans de belles défaites. Voilà. Il faut gagner, il faut gouverner, et à ce titre, je suis convaincue qu'Éric a beaucoup plus d'atouts et l'a déjà prouvé dans sa campagne et dans ce qu'il a construit. Donc le Rassemblement national, comme on le sait, est une machine à perdre. Éric Zemmour le dit depuis des années, il a créé ce mouvement Reconquête. Quelle est votre vision à long terme pour le mouvement, pour vous dans le mouvement, pour Éric Zemmour dans ses prochaines étapes politiques? Comment est-ce que vous envisagez les choses? Beaucoup de nos téléspectateurs, des abonnés de notre chaîne et des adhérents du mouvement se posent la question. Alors déjà, je pense que ce qu'il faut que les téléspectateurs qui nous regardent sachent que Éric a ouvert une voie inédite et spectaculaire et que cette porte ouverte ne va pas se refermer. Quoi qu'il advienne aux élections présidentielles, moi je reste une fois plus très optimiste et je crois que la qualification d'Éric est encore possible dimanche prochain, donc là-dessus je ne préjuge de rien. Mais quoi qu'il advienne, de toute façon, l'histoire politique ne sera plus la même avant et après. Il a réussi en 4 mois, 5 mois à construire le plus grand parti de France avec près de 120 000 adhérents. À arriver à des scores dans les sondages qui sont tout à fait honorables, qu'il faut parfois 5 ans, 10 ans pour construire. Il faut se rendre compte de cela, à créer une ferveur. Il a réussi à réunir des électorats qui jusqu'alors ne se parlaient pas, entre le LR et le RN notamment. Et donc tout cela, ce sont des fondations, et ce sont des fondations solides sur lesquelles lui, nous, toute son équipe, allons construire dans les années à venir pour faire en sorte de recomposer la vie politique française autour de lui et faire en sorte qu'une nouvelle droite patriote, compétente, cohérente émerge au-delà des traditionnels partis que nous voyons à l'œuvre depuis des années et qui nous ont tant déçus ou tant insatisfaits et dont on voit bien qu'ils nous ont conduits à aucune issue finalement politique intéressante. Une impasse, exactement. Donc à partir de là, je tiens à leur dire que de toute façon, leur vote est un vote de construction et qui ne s'arrêtera ni le 10, ni le 24, ni même aux élections législatives, mais qui est une longue aventure que nous allons construire ensemble pour toutes les années à venir. Nous vous la rassurer sur votre vision à long terme des choses. On a eu beaucoup de ralliements, comme vous l'avez constaté aux premières loges du Rassemblement national. On en a eu un petit peu moins d'LR, même si, bon, mais il reste quand même les principaux, hein, Wauquiez, Morano, Ciotti, des gens que vous connaissez bien. Ils arriveront en temps venu, je l'espère. Est-ce qu'ils arriveront comme la girouette tourne avec le vent, en fonction des sondages et des résultats ? Je pense qu'il n'y a pas que cela, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura probablement une accélération dans les semaines à venir, ne serait-ce que parce que tout le monde sait ce qu'il va advenir au lendemain du premier tour, c'est-à-dire que Valérie Pécresse appellera bien sûr à voter Emmanuel Macron, il y aura vraisemblablement des accords tacites ou officiels, mais en tout cas probablement très importants entre les LR et le parti d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'un certain nombre de ténors, parmi lesquels Guillaume Larrivé ou même Philippe Juvin, ont d'ores et déjà appelé à ces alliances.
Bon, c'est à se demander d'ailleurs pourquoi Valérie Pécresse finalement a maintenu cette candidature jusqu'au bout, tant l'ambiguïté est forte et patente. Donc je crois que quand ces alliances... Elle s'en défend, hein, elle dit le contraire en permanence. Elle s'en défend parce qu'aujourd'hui qu'elle est embarquée, il faut bien justifier sa candidature. Mais enfin, quand j'ai débattu avec elle, vous voyez bien que chaque fois que je l'ai amenée sur ce sujet, elle a refusé de répondre. Alors que c'est quand même pas compliqué de dire je voterai pas pour Emmanuel Macron, j'appellerai pas à voter pour lui. Ça, vous l'avez poussé hein, à le dire. Oui, mais bon, parce que je considérais que c'était un sujet de clarification majeur, et y compris pour les électeurs de droite qui pourraient s'apprêter à voter pour elle, qu'ils sachent quand même à quoi s'en tenir. Que finalement, ils ne seront que la béquille de soutien d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas forcément leur souhait initial. Et donc à partir de là, je pense que probablement y aura-t-il chez LR, que ce soit chez les élus nationaux ou les élus locaux, qui sont des vrais élus de droite sincères et patriotes, une question existentielle qui va se poser. Et donc maintenant, j'espère qu'ils trouveront la réponse de cette maison commune qu'ils attendent chez Reconquête et auprès d'Éric Zemmour. En tout cas, c'est ce à quoi nous nous attelons dès aujourd'hui. Merci mille fois Marion de cet entretien extrêmement intéressant et visionnaire pour la suite, en tout cas du mouvement Reconquête. Je vais évidemment vous laisser le mot de la fin, un mot qui peut être par exemple à l'attention des abstentionnistes, hein, premier parti de France, et qu'on a quand même bien besoin de mobiliser pour dimanche prochain, dimanche 10 avril donc, puisque nous tournons quelques jours avant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces abstentionnistes qui n'ont pas fait leur choix et qui peut-être le feront uniquement dans l'isoloir, on le sait. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Français, je crois que c'est à peu près un quart qui se décide quasiment le jour du vote, hein, donc ça laisse beaucoup de perspectives ouvertes pour ce premier tour. Ce que je vais envie de leur dire à ces abstentionnistes, c'est que certainement sont-ils déçus de la politique, des promesses non tenues, ont-ils le sentiment que le vote confortable qui était connu, reconnu, il aurait pu continuer cette carrière, il a fait le choix de tout abandonner pour se lancer dans la bataille électorale, et donc il ne l'a fait non par souci de gloire ou par recherche d'argent, simplement parce qu'il avait une angoisse sincère pour la France et qu'il avait le sentiment que personne n'y répondait totalement, et à juste titre. Donc ils ont là un homme dont ils peuvent avoir l'assurance de la sincérité et du courage, parce qu'il l'a démontré, ce courage intellectuel pendant des années, et enfin qu'il mesure en quelques mois seulement toutes les victoires dont je vous ai parlé, qui ont déjà été accumulées, que ce soit sur le plan du rassemblement, des ralliements, du cordon sanitaire affaibli. Il aura finalement réussi en 5 mois ce que nous attendions depuis peut-être même des décennies. Donc il n'en faudrait pas beaucoup pour faire en sorte que toutes ces petites victoires transforment l'essai dimanche prochain, et que peut-être le visage de la France en change complètement dans les années à venir. Donc allez voter. Voter pour un homme courageux, c'est vrai, c'est ce qui le caractérise en premier lieu. Vous avez eu un mot de la fin magnifique. Merci beaucoup Marion. Merci à vous. On vous souhaite un grand avenir politique aux côtés d'Éric Zemmour dans ce mouvement Reconquête. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter surtout ? D'être élu président de la République, rien que ça. Vive la France, absolument, et vive Éric Zemmour. Exactement. Merci, à très bientôt. À vous. Merci beaucoup.